En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Yanis Roder et Jean-François Bronstein. Yanis Roder est agrégé d'histoire et professeur en réseau d'éducation prioritaire depuis 22 ans. Il est également directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et auteur d'un essai qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, La jeunesse française, l'école et la République. Tableau inquiétant d'une jeunesse française en rupture avec nos principes républicains et démocratiques et d'une école qui ne semble pas armée pour faire face à ce défi. Jean-François Bronstein est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et lui aussi auteur d'un essai qui vient de paraître, La religion woke aux éditions Grasset. Il y décrit notamment la montée en puissance du fanatisme woke dans nos universités, mais aussi dans nos écoles. Notre jeunesse est-elle en train d'être endoctrinée, aussi bien par le wokisme que par l'islamisme? L'école est-elle armée pour faire face à ces fanatismes ou est-elle elle-même minée de l'intérieur? Assiste-t-on à un recul inédit de la raison en Occident? À quoi ressemblera la société que nous préparent les nouvelles générations? Tout de suite les réponses de Yanis Roder et Jean-François Bronstein sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Yanis Roder, Jean-François Bronstein, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Yanis Roder, on va commencer par votre livre, La jeunesse française, l'école et la République. On rappelle que c'est aux éditions de l'Observatoire. Vous aviez écrit il y a quelques années Les territoires perdus de la République, où vous constatiez les fractures françaises. À l'époque, le livre avait été accueilli avec une certaine forme de déni. Et puis, on est... plus de 20 ans plus tard, ou pile poil 20 ans plus tard, je crois, c'était en 2002. Octobre 2002, et la situation ne s'est pas arrangée, puisque là, vous décrivez finalement une rupture d'une partie de la jeunesse, peut-être plus importante encore qu'à l'époque, avec finalement non seulement les principes de la République, de la laïcité, mais aussi de la démocratie. Vous mesurez le phénomène, ou est-ce que vous pouvez nous dire quelle proportion aujourd'hui il prend et nous expliquer peut-être pourquoi, à votre avis, cette rupture? Alors, ça fait beaucoup de questions. Il y a 20 ans, nous avions constaté et nous avions écrit ce petit livre qui, depuis, est passé finalement presque dans le langage courant, Les territoires perdus de la République. Je me souviens, moi, de cette petite réunion que nous avions eue, Place de la République, où nous avions trouvé le titre. Et on ne savait pas qu'il aurait cette postérité. À l'époque, nous alertions sur la montée de ce que nous voyions à l'imparfait, c'est-à-dire la montée de ce qu'on a ensuite nommé l'islamisme. Mais c'était relativement limité, on va dire. Et puis la question était vraiment centrée sur la montée de l'islamisme par la manifestation d'antisémitisme, d'homophobie, de réflexes sexistes des plus primaires. Voilà, c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, la situation est différente. Elle est différente d'abord parce que l'islamisme n'a cessé de prospérer. On voit très bien aujourd'hui, à travers simplement l'actualité, à travers simplement nos paysages urbains, par exemple, mais pas uniquement, que évidemment l'islamisme a prospéré et il est plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais au-delà de cela, la jeunesse, une partie conséquente de la jeunesse, et je crois que ce n'était pas vraiment le cas il y a 20 ans, épouse aujourd'hui la manière de penser du monde anglo-saxon. C'est-à-dire que, pour aller très vite et malheureusement en caricaturant un petit peu, beaucoup de jeunes, j'ai travaillé sur des études, des sondages faits notamment par la Fondation Jean Jaurès, mais pas uniquement, travail de l'IFOP notamment, mais aussi à l'aide de travaux de chercheurs, de sociologues comme Anne Muxel, Olivier Galland, Philippe Portier par exemple, entre autres. Et il montre en fait qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui se reconnaît dans ce monde anglo-saxon où chacun doit vivre ce qu'il considère être son identité pleine et entière en
permanence. C'est-à-dire que c'est l'individu qui est mis au centre et l'individu ne s'efface jamais ou ne s'effacerait jamais devant ce que nous pouvons appeler le commun ou plutôt l'intérêt général. Et c'est ça, cette évolution qui, moi, me frappe. Dans mon livre, j'ai un chapitre que j'ai appelé « Venez comme vous êtes » pour reprendre le slogan de McDonald's. Voilà, le slogan de McDonald's. C'est exactement cela. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, le jour de la rentrée, le Parisien a fait un petit papier sur un collège de Saint-Denis qui interdit aux élèves de venir en claquettes chaussettes. Voilà, claquettes chaussettes. Bon, effectivement, j'ai renvoyé moi un élève de ma classe en disant t'es pas dans ta salle de bain, voilà, tu rentres chez toi, tu mets une tenue convenable. Il est revenu, hein, il est rentré, il est revenu. Mais ce qui est très intéressant, c'était la dernière phrase de cet article. La parole était donnée à une jeune fille qui disait moi je ne comprends pas que chacun ne puisse pas venir à l'école habillé comme il veut. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est l'individu qui est mis en avant et ce qu'il pense être ou veut être ne doit absolument jamais être contrarié. Et c'est cela qui est vraiment, je trouve, frappant dans la génération d'aujourd'hui et qui vient, si vous voulez, se surajouter à la question précédemment évoquée de la montée de l'islamisme. Mais justement, hein, c'est pas un hasard si je vous ai réunis, Yanis Roder et vous, Jean-François Bronstein, parce que il y a des points communs dans vos livres et justement, vous parlez de la religion woke, qui est un peu une religion justement importée des États-Unis et qui est sans doute le produit d'un hyper-individualisme. Est-ce que vous partagez le constat de Yanis Roder et cette idée que aujourd'hui, une partie conséquente de la jeunesse est en rupture totale avec notre modèle ? Oui, en partie, effectivement. Alors, je partage tout à fait son point de vue pour ce qui est de l'influence américaine. C'est effectivement une religion née aux États-Unis, la religion des éveillés. Et je parle de religion, c'est vraiment l'idée d'un changement complet de vision du monde. Et ça s'est répandu très, très vite. Alors, moi, j'avais écrit un bouquin il y a quelque temps où je parlais du genre, de l'animalisme, de l'euthanasie. En 4 ans, tout est arrivé et c'est maintenant quasiment la loi officielle de la République. Et donc, il y a vraiment ça qui est très étonnant, c'est la rapidité avec laquelle tout cela se propage. Alors, pour ce qui est de la transmission de tout ça, c'est quand même ce sont des élites qui transmettent cela. C'est la religion des universités d'élite américaines. C'est en France aussi la religion des universitaires, de leaders d'opinion, etc. Et d'une certaine manière, ça ne vient pas d'en bas, je dirais. Je crois qu'il y a vraiment l'idée que c'est quelque chose... C'est une nouvelle vision du monde qui est tout à fait enthousiasmante. Je prends l'exemple en particulier du genre qui me semble être un point tout à fait essentiel. C'est une promesse inouïe que l'on fait aux enfants, c'est-à-dire vous pouvez choisir votre identité, quel que soit votre corps. Donc il y a vraiment l'idée que chacun peut devenir ce qu'il veut, mais au point d'oublier son corps, se libérer de la chose la plus essentielle. D'ailleurs, lutter contre les déterminismes sociaux, ça fait partie finalement du rôle de l'école. Oui. Maintenant, lutter contre les déterminismes biologiques, ça paraît plus compliqué. Ça paraît très compliqué, surtout si on enseigne la biologie. Le déterminisme biologique, c'est la base d'une certaine manière. Et ce qui est très inquiétant dans cette histoire-là, c'est que du point de vue de la science, c'est une attaque directe contre la science, contre la rationalité, contre l'esprit des Lumières. Alors c'est tout à fait important. J'insisterai peut-être un peu moins sur l'individualisme parce que, en fait, ce que veulent beaucoup de ces woke, c'est faire partie d'une communauté. Ils sont noirs, blancs, transgenres, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a le refus justement de penser par soi-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse effectivement ne fabriquer des looks, etc. Mais quand on change de genre, en fait, on fait partie de cette nouvelle espèce extrêmement valorisée sur les réseaux sociaux, de celui qui a abandonné sa famille habituelle et son corps habituel pour se créer effectivement une nouvelle identité. Donc je pense qu'il y a effectivement quelque chose comme une rupture vraiment radicale avec les principes de la République. Et en particulier, moi, ce qui me choque le plus, sinon j'aurais peut-être pas fait ce livre parce que c'est... dans les facs de lettres et sciences humaines, on a tout vu, on connaît ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est les facultés de médecine, de sciences, de biologie qui sont attaquées très directement. Et pas seulement, quand on lit votre livre, vous dites aussi les médias, vous dites que c'est de plus en plus présent en politique, on parlera peut-être de Sandrine Rousseau, de Pape Ndiaye tout à l'heure, et surtout vous dites que ça vient dans les écoles, et ce sera d'ailleurs le thème de la deuxième partie de notre émission. Merci d'être avec nous, Yanis Roder, et merci d'être avec nous, Jean-François Bronstein. L'école est-elle armée pour faire face au fanatisme woke et islamiste? On en discute après une courte pause sur Sud Radio en toute vérité.
En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Yanis Roder, professeur pendant 20 ans dans des zones prioritaires. Il est aussi l'auteur de La jeunesse française, l'école et la République qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Et également avec Jean-François Bronstein, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et lui aussi auteur d'un essai remarquable, La religion woke, aux éditions Grasset. Et nous discutions tout avant la pause de la pénétration finalement de cette idéologie woke dans les écoles. Jean-François de Bronstein, vous ai interrompu, vous me disiez que ça venait des universités et qu'à la limite en tant qu'universitaire vous aviez tout vu et que ça vous inquiétait pas plus que ça. Pas plus que ça, mais là c'est quelque chose de très différent puisqu'effectivement c'est aussi pour ça que je l'ai appelé religion. Il y a une volonté de prosélytisme, c'est-à-dire il s'agit de convaincre le maximum de gens. Sauf que pour convaincre des adultes à peu près responsables que le corps n'existe pas, que seul existent les consciences, ou que tous les blancs sont racistes et que tous les noirs sont des victimes, etc., etc., c'est-à-dire les vérités de la religion woke, ou qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques possibles, on ne va pas y arriver. Donc la tendance très évidente aux États-Unis, mais qui commence également à se répandre en France, c'est de s'adresser à des enfants de plus en plus jeunes pour essayer de leur faire adopter les principes de cette doctrine woke, en particulier sur la question du genre. On voit ça très bien aux États-Unis, où ça a commencé en Écosse d'ailleurs, où aux enfants de 5 à 6 ans, on leur dit « ton genre, c'est toi qui le choisis ». On imagine la perplexité de l'enfant de 5 ou 6 ans qui doit se demander ce que c'est que son genre alors qu'il ne sait même pas ce qu'est exactement son corps, etc. Et donc, on arrive à ce genre de choses. Les syndicats américains, les 2 grands syndicats professionnels d'enseignants américains sont favorables à ce qu'on fasse changer de genre aux enfants dans les écoles et qu'on ne prévienne pas les parents. Ce qui est quand même le comble de l'horreur, si je puis dire. Et donc, on a ce genre de choses. Même chose pour la race aux États-Unis. Des gens comme Kendi, qui est le grand théoricien, le grand prophète, si je puis dire, de l'antiracisme nouveau, fait des livres d'images pour des enfants de 2 ans, car, selon lui, les enfants, dès 2 ans, on peut voir qu'ils sont déjà racistes. Et justement, vous racontez dans le livre que peut-être ça arrive en France. Vous faites référence notamment à la circulaire Blanquer, qui a fait beaucoup de bruit pendant la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et en quoi cette circulaire, selon vous, s'inscrit dans cette logique? C'est parce qu'effectivement, cette circulaire dit qu'il faut ne pas contrarier l'affirmation de genre, c'est le terme des militants trans. En fait, la question, c'est qu'évidemment, des enfants et des adolescents, ils peuvent être mal dans leur peau. Ce n'est pas pour autant qu'on doit commencer à entrer dans leur discours sur le changement de genre, qui est un discours largement influencé par les médias, les réseaux sociaux, etc. Et la circulaire Blanquer n'allait pas jusqu'au bout, mais disait qu'effectivement, il fallait accepter le changement social de genre à l'école. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé dans le changement social de genre, on n'ose plus faire marche arrière. Et toutes les études ont montré que lorsque vous avez changé de nom, d'habit, de lieu dans lesquels de toilettes, etc., il est très difficile de faire marche arrière parce que le regard de toute la communauté des jeunes, et notamment sur Internet, est très pressant. Donc, moi, je pense qu'à l'école, il y a autre chose à faire que de s'occuper de faire de la psychologie au rabais, si je puis dire. Il faut qu'il y ait des psychologues, des psychiatres qui s'occupent des enfants s'ils sont mal dans leur peau. Et l'école doit faire autre chose, c'est-à-dire enseigner les bases. Alors de ce point de vue-là, on voit que c'est quand même quelque chose de très récurrent, puisque à la rentrée, alors qu'on est dans une situation catastrophique à beaucoup d'égards dans l'enseignement secondaire, la principale initiative, la principale annonce de Pam Ndiaye, c'est de reprendre une lutte contre ce qu'il appelle les stéréotypes. Alors il essaie d'effacer le stéréotype de genre, mais ce sont les stéréotypes de genre. On revient en arrière jusqu'aux ABC de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem. C'est pas l'urgence. L'urgence, c'est pas ça. L'urgence, c'est d'avoir des profs de maths, d'avoir des profs de français. C'est de rétablir un minimum de discipline. Et bon, dans votre livre, on voit bien que c'est pas toujours facile. Mais c'est pas de faire du genre avec des gamins de 5-6 ans. Yanis Roder, la lutte contre les stéréotypes de genre, vous qui enseignez dans des lycées de banlieue, est-ce que ça vous paraît être aujourd'hui la priorité ? Je ne sais pas si le ministre compte en faire une priorité. En tout cas, c'est vrai qu'il a annoncé qu'il allait relancer la lutte contre ce type de stéréotypes. Je ne crois pas que le ministère soit non plus monotâche, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il s'occupe de stéréotypes de genre qu'il peut pas s'occuper du reste. C'est quand même un gros ministère avec beaucoup de fonctionnaires. Mais tout de même.
Mais attendez, si vous permettez. Allez-y. La lutte contre les stéréotypes de genre est aussi intéressante, notamment dans certains quartiers. Vous vous souvenez que, vous avez parlé, M. Bronstein, des ABCD de l'égalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez que c'est en Seine-Saint-Denis que le mouvement de retrait des enfants de l'école sur des mensonges, hein, tout simplement. On avait dit, alors, on va habiller les garçons en filles, les filles en garçons, on va apprendre la masturbation, etc. C'est en Seine-Saint-Denis que le jour de retrait a été le plus suivi. Non pas par des familles... on va dire comme ça, d'extrême droite ou qui seraient, mais par des familles de culture ou d'origine musulmane qui étaient extrêmement choquées et qui avaient été largement manipulées. Hein. Dans ces quartiers, dans ces familles, mes élèves sont porteurs de stéréotypes extrêmement forts et véhiculent et perpétuent des stéréotypes qui est lié à la culture familiale, qui sont liés à la culture familiale, mais aussi à leurs pratiques, à leurs considérations religieuses. Donc je vois pas, selon moi, c'est pas inutile de faire comprendre à ces jeunes gens que non, une femme, ce n'est pas seulement ce que la nature dit qu'elle serait, qu'elle n'est pas... la nature ou la religion. Ou la religion, bien sûr. Qu'elle n'est pas uniquement reléguée à un rôle social que lui dirait la culture ou la religion. Donc il y a aussi des choses comme cela qu'il faut voir et qui, à mon avis, sont aussi importantes. Oui, sans doute, mais à vous lire, hein, je ne pense pas vous trahir en disant ça. On voit bien que pour vous, le rôle de l'école, c'est quand même la transmission du savoir, et que c'est aussi par la transmission du savoir qu'on lutte, peut-être pas contre les stéréotypes de genre, mais contre les préjugés. Avant, on disait les préjugés, l'irrationalité, etc. Donc, est-ce que justement, ça n'alimente pas une certaine confusion dans des familles qui sont déjà culturellement éloignées, on va dire les choses comme elles sont, des valeurs et de la culture française? Évidemment, si on se borne à faire un catéchisme ridicule et stupide en annonnant que les stéréotypes de genre c'est pas bien, etc., on va arriver à rien du tout, évidemment, et surtout on va pas faire réfléchir. Là où vous avez raison, c'est que c'est la connaissance qui permet la réflexion. Et la première des connaissances, c'est de savoir s'exprimer, c'est de savoir lire et écrire convenablement. C'est acquérir dès la plus petite enfance un stock de vocabulaire suffisant pour pouvoir commencer à construire une pensée structurée. Et c'est cela qui manque à beaucoup d'enfants. Et donc, de ce fait, ils vont se réfugier dans parce qu'ils ont du mal à comprendre le monde dans lequel ils vivent et dans lequel ils évoluent, ils vont se réfugier dans des schémas simples, voire parfois simplistes et rassurants. Effectivement, un schéma religieux, un schéma social, un discours social sur l'homme, la femme, sa place, etc., ou leur place, etc., c'est très rassurant, c'est structurant. C'est l'école qui doit absolument ouvrir, mais d'abord par le lire et l'écrire. Ça, c'est fondamental. Oui. On parlait de Pape Ndiaye sur les stéréotypes de genre. Au moment de sa nomination, il y a eu tout un débat pour savoir si idéologiquement c'était quelqu'un justement de proche des woke ou du moins d'une forme de multiculturalisme à l'américaine. Je m'adresse au spécialiste que vous êtes, Jean-François Bronstein. Est-ce que vous diriez que Pape Ndiaye est dans cette mouvance et est-ce que ça vous inquiète? Oui. Juste un mot pour répondre à la question des quartiers sensibles avec les cours sur le genre. Il faut voir que ces cours seront faits par des gens très militants qui vont aller très loin et qui vont exacerber les tensions sur ce point. Et il me semble que ce qu'il faudrait faire dans ces quartiers, si c'est faisable, c'est plutôt justement séparer radicalement le privé de la science, du savoir, et ne pas s'occuper. Il y a quand même l'idée dans l'éducation sexuelle telle qu'on la pratique aujourd'hui, de s'occuper de l'affection, du privé, etc. C'est pas l'affaire de l'école. Et il me semble que c'est ça qui va allumer le feu. J'en suis persuadé, c'est évident. Il faut critiquer les obscurantismes, les religions fanatiques, le mélange du public et du privé. Or, c'est ce que font les militants du genre, c'est qu'effectivement, ils pensent que les parents ne savent pas faire et qu'il faut que des experts, eux, expliquent aux parents ce que c'est que la sexualité, l'affection, l'amour, etc. C'est une erreur, à mon avis. Voilà, c'est juste... Mais bon, je parle de loin. Vous le savez sans doute mieux que moi ce qu'il est possible de faire. Et pour Pape Ndiaye, donc... Pour Pape Ndiaye, c'est très clair. Alors, je relisais un article, une interview qu'il a donné où il dit: quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu comme une révélation. Je me suis senti noir. Jamais avant je ne m'étais posé cette question. C'est un pur produit de l'école républicaine qui a réussi parfaitement, etc. Et tout d'un coup, il arrive aux États-Unis et il a une révélation. Il est noir.
Bon, oui, et après cette révélation, il dit je vais revenir en France pour créer effectivement une conscience noire, un mouvement noir, etc. Ça ressemble effectivement beaucoup au communautarisme des militants racialistes américains. L'école républicaine ne lui avait jamais fait se poser cette question. Personne ne l'avait regardé comme un noir. Et moi, alors, le problème, c'est que pour tous ces militants, si vous dites je me moque de votre couleur de peau, que vous soyez blanc, jaune ou noir, je m'en fiche, c'est le pire racisme que l'on peut faire. C'est-à-dire ne pas tenir compte. Il faut toujours voir dans son interlocuteur un blanc, un noir, un jaune, et essayer d'agir contre. C'est un pur racisme, et ça, c'est quelque chose que je trouve catastrophique. Et donc, moi, je pense qu'il est... Alors, c'est effectivement quelqu'un d'extrêmement raffiné, un cher collègue, si je puis dire, mais c'est d'une très grande violence. C'est-à-dire, mes élèves ne sont jamais noirs, musulmans, arabes, blancs, jaunes, etc. Ce n'est pas la question. Le sujet de l'école, l'élève de l'école républicaine, il n'a pas de couleur. Or, on va vers ce truc-là, et effectivement, dans ses premières déclarations, même s'il est très prudent, on voit bien qu'il y a l'idée qu'il faut revaloriser les identités communautaires. Moi, je suis très hostile à ça. Yanis Roder, en une minute, est-ce que vous êtes sur le terrain? Est-ce que vos élèves se vivent de plus en plus comme noirs, arabes, musulmans, blancs? Mes élèves n'ont pas attendu les woke pour se sentir très habités par ce qu'ils pensent être une identité souvent figée. Je suis d'abord musulman, ils se définissent aussi beaucoup par le pays d'origine de leurs parents. Donc l'identité, c'est quelque chose de très important chez eux, et c'est souvent très très confus en fait. Mais ils sont pas du tout, mes élèves ne sont pas du tout dans l'idéologie woke au sens où on le trouve effectivement, comme vous avez raison, M. Manchal, à l'université, dans certaines universités, dans certains discours. Pas du tout. Et d'ailleurs, aucun de mes élèves, pour l'instant, ne m'a jamais dit quand vous parlez à un noir. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça viendra peut-être, mais c'est pas comme ça qu'ils pensent. En revanche, l'identité pour eux est très importante. C'est l'identité des parents, l'identité du pays d'origine des parents ou l'identité religieuse. Merci Yanis Roder, merci Jean-François Bronstein. Assiste-t-on à un recul inédit de la raison en Occident? Vous nous répondrez après une courte pause sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-François Bronstein, auteur de La religion woke aux éditions Grasset et professeur émérite de philosophie à l'université de la Sorbonne. Également avec Yanis Roder, qui enseigne depuis 20 ans dans des collèges de zones prioritaires, qui est l'auteur de La jeunesse française, l'école et la République aux éditions de l'Observatoire. On parlait avant la pause du wokisme, mais aussi de l'islamisme. Yanis Roder, vous nous disiez que vos élèves pouvaient être soumis à ces deux influences-là. Je voulais savoir en quoi elles se télescopaient. Moi, j'ai le souvenir quand j'étais à l'école en banlieue, pour rien vous cacher, il n'y avait pas encore ces histoires de wokisme, mais j'étais frappé de voir de jeunes Français très anti-palestiniens, par exemple, qui conspuaient l'Amérique sioniste et qui en même temps étaient habillés avec des pieds à la tête et qui consommaient McDo. Et donc j'aimerais savoir ce qu'il en est aujourd'hui et si finalement ces deux idéologies assez mortifères se nourrissent l'une de l'autre. Alors, encore une fois, mes élèves ne sont pas tant gagnés que cela à l'idéologie woke. En tout cas, elle n'est pas encore arrivée chez eux. C'est pas le cas de certains enseignants. Je dis bien certains, parce que ça reste encore limité. Il faut souhaiter que cela reste limité. Je suis pas sûr que, au regard de ce que dit M. Bronstein, que l'université permette que ça reste limité. Mais voilà, ils sont encore assez préservés, je dirais, de cette idéologie woke. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a une convergence. Il y a une convergence entre les woke et on va dire, les identitaires islamistes. Puisque, évidemment, ces derniers revendiquent une identité très forte, qui serait immuable, qu'il ne faudrait absolument pas toucher, et notamment par l'affichage de son appartenance, par les vêtements notamment, par le port de vêtements facilement identifiables. Donc cette identité qu'on ne pourrait jamais toucher, je suis ce que je suis, je n'enlèverai jamais mon voile, je n'enlèverai jamais mon abaya, etc. Et en même temps, cette idéologie woke qui enferme les gens, qui les assigne à résidence identitaire en permanence, et qui fait que finalement, vous n'êtes que ce que vous êtes
a priori dans votre identité première et que jamais vous ne pourrez finalement en sortir. Ce que disait M. Bronstein, moi, me frappe et c'est très juste. C'est l'idéologie woke, c'est de dire que de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il y a discrimination. Il y a discrimination et la République est encore plus coupable de discrimination parce qu'en plus, elle mentirait en disant qu'il n'y en a pas. L'invisibilisation de la couleur de peau, par exemple, que vise la République et la citoyenneté française. Et c'est frappant d'ailleurs. Le ministre Pape Ndiaye s'aperçoit, dit-il, je reprends ce que vous avez raconté, qu'il est noir quand il va aux États-Unis. Ça montre bien qu'en France, cette invisibilisation, elle fonctionne complètement. Personne ne l'avait jamais renvoyé à cette identité ou prétendue identité. Voilà. Et donc, le fait d'enfermer les gens dans ces pseudo-identités, parce que parfois c'est vraiment de la pseudo-identité ou ces constructions identitaires, ces assimilations fantasmées, eh bien, rejoint finalement cette logique islamiste communautaire qui vise à enfermer les gens dans leur identité première, ce qu'ils voient comme leur identité première, d'où ils ne pourraient jamais sortir. Jean-François Bronstein, islamisme et wokisme, convergence des luttes, même combat? Pas du tout, mais en revanche, les islamistes sont malins et ils nous observent. Et effectivement, on voit par exemple, je cite dans le livre, la chaîne AJ+, une chaîne à destination des jeunes faite par Al Jazeera, qui fait l'éloge du woking, du changement de genre, etc. Alors qu'on sait le sort qui est réservé aux homosexuels dans le pays d'origine de la chaîne qatari. Et on voit aussi la mise en avant des terribles discriminations raciales, anti-musulmanes qui seraient le lot commun de la France. Et donc c'est un signe d'une certaine manière de faiblesse. Et on voit que toutes les dictatures du monde sont très contentes. Les Chinois sont fascinés par ce qui se passe, soutiennent Black Lives Matter. Le président russe, Poutine, explique que l'Occident est vraiment dégénéré puisqu'il en est à vouloir changer de genre et à retrouver des doctrines racistes. Et effectivement, je pense que il y a un élément qui n'existe pas aux États-Unis, c'est effectivement l'élément islamiste dans nos banlieues. Et de ce point de vue-là, je dirais que il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, la question de la race est une vraie question, alors que chez nous, c'est une question. D'ailleurs, les racialistes ici sont plutôt des décoloniaux, donc ils insistent plutôt sur les origines coloniales ou postcoloniales. Mais je pense qu'effectivement, la situation est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que je crains, moi, que l'affirmation d'une théorie comme ça, assez délirante, ne soit perçue comme un signal de faiblesse par des islamistes. Et je pense, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de remettre du genre dans les écoles primaires, je pense que c'est une très mauvaise idée parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, la dernière fois, ce ne sont pas les gens de la Manif pour tous ou autres qui sont principalement manifestés, c'est des militants musulmans assez radicaux. Et donc, je pense que la même chose risque fort d'arriver. Et c'est très curieux. Il suffirait, me semble-t-il, si c'est possible, de revenir aux fondamentaux de l'école, c'est-à-dire l'école s'occupe d'enseigner la biologie, la médecine, l'éducation sexuelle, pourquoi pas, mais sous une forme très traditionnelle. On se plaint qu'elle ne soit pas faite, c'est parce qu'elle dérive sans arrêt maintenant vers une éducation des consciences, des sentiments, des affections. Non, il ne faut pas toucher à ça. Tout ça, c'est le travail de la famille. On peut regretter que certaines familles soient plus ou moins rétrogrades, mais il me semble on reprend des risques énormes parce que effectivement, il y a une croyance en face qui est extrêmement forte, extrêmement cohérente et qui n'est pas très favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, aux doctrines woke. C'est tout à fait le cas. Yannis Roder, vous qui enseignez au collège, comment vous voyez les choses? Est-ce que l'institution scolaire, qui a souvent été un rempart finalement contre l'obscurantisme, contre les idéologies, en permettant aux élèves de penser par eux-mêmes, est-ce que cette école, elle joue toujours ce rôle-là? Est-ce qu'elle est minée de l'intérieur? Est-ce que certains de vos collègues partagent cette idéologie woke et essayent de l'introduire à l'école? Qu'en est-il? Est-ce que c'est une minorité agissante? Quels sont les rapports de force, tout simplement, à l'école aujourd'hui? Alors, moi, j'ai l'heure de croire que l'école de la République continue à faire son travail et essaye de favoriser, en tout cas de proposer l'émancipation à tous les enfants de France, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Néanmoins, il
faut pas se voiler la face. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des militants. Alors, ils sont en nombre réduit, il faut le préciser tout de suite. Je dirais pas qu'ils sont marginaux, parce que il y a une ambiance aussi. Il y a une ambiance et il y a des choses qui circulent dans le monde enseignant. Mais enfin, il reste très minoritaire. Des enseignants qui sont des militants et qui confondent aussi, leur militantisme, ce dont ils ont tout à fait le droit de faire état dans le privé, mais qu'ils confondent avec leur vie publique, c'est-à-dire leur vie professionnelle. Et effectivement, il m'est arrivé, moi, d'entendre parler dans des classes de racisme d'État, de racisme systémique. On identifie tout de suite ce type de vocabulaire. Ce sont des militants proches de cette mouvance woke ou décoloniale. Donc oui, cela existe, et cela, si vous voulez, quand un syndicat dans le 93, j'allais vous dire, dans votre livre, vous expliquez que certains syndicats qui portent presque le même nom que votre radio, Sud, pour ne pas le citer, organise un stage à destination de ses adhérents et militants, où ils considèrent que la loi de 2004 est une loi raciste et sexiste, sans mettre de point d'interrogation. C'est-à-dire que c'est un fait pour eux, elle serait raciste et sexiste. Voilà, c'est quand même un syndicat qui dit à ses adhérents, la loi de la République n'est pas une bonne loi, il faut lutter contre la loi de la République. Ce sont des fonctionnaires. Là, il y a quand même un vrai problème. Donc, je tiens à dire quand même que le ministre Blanquer était intervenu sur ces questions-là. À ce moment-là. Mais justement, dans votre livre, vous parlez de cette loi de 2004. Est-elle bien appliquée aujourd'hui dans les écoles ? En général, oui. Elle est bien appliquée aujourd'hui dans les écoles, même si depuis le printemps, un article de l'Opinion avait alerté, du journal L'Opinion avait alerté sur, je cite de mémoire l'article, une épidémie d'abayas. Vous savez, des abayas, ce sont ces robes longues que les élèves eux-mêmes appellent des robes musulmanes, alors que ce ne sont pas des robes musulmanes. En fait, ce sont des robes du Proche-Orient que les yézidis, par exemple, peuvent porter également. Mais ils appellent ça, et ça dit ce que ça veut dire, des robes musulmanes. Cet article parlait d'épidémie. Eh bien, face à cela, c'est plus difficile pour les chefs d'établissement. Est-ce qu'il s'agit d'un signe ostensible d'appartenance religieuse, ou est-ce que des élèves se défendent en disant mais c'est culturel, c'est pas religieux. Voilà, vous voyez aussi. Il y a des stratégies en fait. Exactement. Vous avez des stratégies et on sait très bien. Moi, je regarde souvent les réseaux sociaux. Je suis un petit peu, et notamment mes élèves, TikTok, Snapchat, etc. Vous voyez qu'il y a des influenceurs ou des influenceuses qui poussent au défi. Habillez-vous comme ceci, habillez-vous comme cela. Et tout ça est habillé avec des petits cœurs, la petite musique, etc. Et on lance des défis. On lance des défis sur TikTok en disant voilà. Alors excusez-moi de le dire comme ça, c'est très trivial, mais nique le CPE et prends-toi en selfie avec ton voile dans le lycée. Et voilà, et on se retrouve avec des voiles dans le lycée. Non, j'ai niqué le CPE. Voilà, et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors les chefs d'établissement font en sorte que ça arrive le moins possible. Mais il y a clairement une pression sur cette loi de 2004. Et quand on lit votre livre, on comprend aussi que certains professeurs sont démunis parce que ce sont quand même des questions compliquées. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que la majorité des professeurs approuvent justement la loi de 2004. Très largement. Peut-être même plus que quand elle a été votée, parce que c'est une sécurité pour eux, ça leur permet de se reposer sur la loi. Mais ils sont quand même parfois terrorisés parce que ce qu'on pourrait appeler une minorité agissante. Vous dites bien que c'est en proportion très peu, mais justement certains professeurs militants, est-ce que ça c'est un danger finalement que la majorité soit assoupie et que ce soit des minorités agissantes qui fassent leur loi à l'école? Je ne pense pas que la majorité soit assoupie, mais il est vrai que la formation des enseignants sur cette question des principes et des valeurs de la République, et notamment sur le principe cardinal de laïcité, a péché pendant de très nombreuses années. En réalité, on a fait comme si la laïcité était une évidence, c'était un acquis. Je cite en introduction de mon livre Mona Ozouf, 1982. Voilà, plus personne ne discute de la question, c'est réglé. La preuve que non. 89, l'affaire de Creil, et c'est le démarrage d'autre chose. Donc, il y a eu un problème de formation et donc de perception, d'intériorisation aussi de ce que c'est que être un fonctionnaire de la République, de l'idée que finalement nous sommes tous les porteurs des valeurs
et des principes de la République à travers nos enseignements, parce que ce sont des enseignements laïques, tout cela, ça a été un peu perdu de vue. Alors, quand vous avez en face de vous des gens qui sont très militants, donc qui sont aguerris, qui ont des éléments de langage, etc., il faut être costaud. Et tout le monde n'a pas le recul, la réflexion, voire la formation nécessaire pour faire face à ces quelques militants qui peuvent être un peu... qui à 2 ou 3, peuvent tenir une salle des profs. Justement, Yanis Roder, après la pause, on se demandera également avec Jean-François Bronstein comment faire face à ce défi islamiste, défi woke, et à quoi ressemblera la société que nous préparent les nouvelles générations. Tout de suite, vos réponses sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans toute vérité avec Yanis Roder, professeur en zone d'éducation prioritaire, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et auteur d'un essai passionnant et inquiétant qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, La jeunesse française, l'école et la République. Nous sommes également avec Jean-François Bronstein, auteur de La religion woke aux éditions Grasset. Alors Jean-François Bronstein, quand on vous lit, on comprend que le wokisme est peut-être plus qu'un mouvement idéologique éphémère, un vent de folie passagère. Vous allez jusqu'à le qualifier de religion. On comprend aussi que c'est la religion des élites, ce qui peut paraître paradoxal. Voilà, est-ce que c'est les lumières finalement sont en train de s'éteindre? C'est une religion effectivement très hostile aux lumières. Enfin, moi, je suis venu à cette idée de religion parce que j'étais étonné de voir que des collègues extrêmement érudits, cultivés, des collègues universitaires depuis 30 ans, du jour au lendemain, adoptaient cette religion et ce point de vue sur le monde et ne voulaient plus discuter, ne voulaient plus argumenter, couper toute relation avec ceux qui n'étaient pas d'accord. Et donc, l'université qui était connue pour échanger des arguments, être un lieu de tolérance et un lieu de libre expression, d'arguments, est devenue effectivement, dans une bonne partie de sa constitution, un lieu tout à fait militant pour cette religion, et avec une espèce de, à la fois prosélytisme, un refus, une persécution, il s'agit d'empêcher, d'annuler, comme on dit, ceux qui ne pensent pas de la même manière. Et donc c'est très étonnant. Tout à l'heure, vous parliez de militants qui mélangent leur discipline et la politique. Dans les universités, il est courant qu'une géographe signe un papier géographe féministe, comme si on était géographe féministe. On est géographe et par ailleurs on peut être féministe, avoir telle ou telle idée. Et ce qui aggrave tout ça, c'est qu'effectivement maintenant dans les universités, ça ne fonctionne plus tellement par discipline, c'est-à-dire qu'avant on pouvait être philosophe et socialiste, marxiste à côté, etc. D'extrême droite, c'était un autre problème. Aujourd'hui, on est en études de genre. On est diplômé en études de genre ou diplômé en études sur la race. Or, ces études, on ne peut y entrer, on ne peut y enseigner que si on est d'accord avec les bases. C'est-à-dire que moi qui pense que les corps existent, que la biologie est une science, je ne pourrai jamais enseigner dans un diplôme d'études de genre, même si j'écris plein de choses là-dessus. Donc, on a vraiment une université qui s'est refermée sur des luttes catégorielles autour de ces questions, race, genre, etc. Et on perd effectivement le caractère universel, la liberté de penser qui était celle de l'université. Je pense que c'est une énorme menace. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, même si c'était pas pénible de lire tout ça. Mais je pense qu'effectivement, on en a fini avec l'université où on pouvait penser librement, échanger des arguments tranquillement devant et débattre d'une manière positive. Et c'est quelque chose qui maintenant, ce qui me gêne surtout, je le disais tout à l'heure, c'est que ce ne sont pas simplement les universités de lettres et sciences humaines, même si c'est déjà dommage, mais c'est aussi les universités de sciences qui sont de plus en plus touchées. Mais justement, depuis le début de l'émission, on parle à la fois des universités, des écoles, et donc de la transmission du savoir et des nouvelles générations. Qu'est-ce que ça nous prépare finalement comme monde futur et comme génération future, ces nouvelles idéologies? Moi, je suis assez inquiet, à la différence de Yanis Roder, parce que dans son livre, j'ai vu qu'il parlait des jeunes profs qui sont peut-être moins attachés à la laïcité. Et moi, j'ai vu des sondages assez inquiétants aux États-Unis, parce qu'on se dit, grosso modo, la plupart des parents n'ont pas envie qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils peuvent choisir leur genre dès le primaire, ou n'ont pas envie qu'on enseigne à leurs enfants noirs qu'ils sont des victimes et à leurs enfants blancs qu'ils sont des racistes dès le primaire. Sauf que il y a des sondages qui ont été faits et on voit que les parents de 30 ans commencent à être plus ou moins d'accord pour qu'on enseigne ce genre d'absurdité ou d'horreur même, parce que moi l'idée d'enseigner à un enfant qui sera toujours victime ou raciste, c'est horrible, c'est le contraire de l'école républicaine, mais je pense que les choses bougent et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment
ne faut pas se dire ça va passer. Il y a des générations qui arrivent, qui ont été formées là-dedans, comme vous dites, une ambiance de cet ordre, et personne n'ose rien dire. Alors, on voit qu'aux États-Unis, la résistance se fait avec des gens ordinaires, des immigrés souvent, qui viennent devant les conseils d'école pour dire « vous n'allez pas enseigner ça à mes enfants » et qui ensuite vont voter hors de toute considération politique pour celui qui dira on n'enseigne pas la théorie critique de la race ou la théorie du genre. Elle se fait aussi, me semble-t-il, dites-moi si je dis une bêtise, mais elle se fait aussi dans les urnes, la fracture. Voilà. Et là, oui, mais là malheureusement, le phénomène Trump est aussi une réponse en partie à cela. Mais même à part Trump, il y a des gens qui sont beaucoup moins radicaux. Les gens votent maintenant aux États-Unis. On voit des résultats, par exemple en Virginie, c'est un État qui a toujours des gouverneurs démocrates. Là, ils ont élu un gouverneur républicain juste sur la question des programmes. Enseigner à mes enfants des choses. N'enseignez pas ces théories à mes enfants. Je pense alors effectivement, ça bénéficie. Si c'est Trump qui dit ça, effectivement, il va passer. Donc je crois qu'il y a un vrai problème. Et je pense que des politiques responsables, démocrates, non extrémistes, devraient se saisir de ces questions pour essayer de dire, écoutez, on remet de l'ordre dans les écoles. C'est le cas aux États-Unis, ça commence à arriver. Je pense qu'en France, c'est ce qui risque de se passer parce que les parents, pour l'instant, ne veulent pas qu'on enseigne n'importe quoi à leurs enfants. Mais peut-être que dans 20 ans, ils diront OK, on sera passé chez Orwell, effectivement. C'est clair. Yanis Crowder, est-ce que vous craignez que le monde d'après soit le monde d'Orwell, ou du moins une société extrêmement fracturée, et puis une société de l'ignorance, hein, c'est aussi ça, parce que quand on conteste les sciences dures, la biologie, on bascule dans la déraison d'une certaine manière. Une société fracturée, je crois que Jérôme Fourquet l'a bien montré dans son livre L'Archipel français. Nous sommes en marche vers une société fracturée. Et si elle ne l'est pas déjà en très grande partie, aussi bien dans les mentalités que sur le territoire, dans l'espace. On se retrouve aujourd'hui dans des situations qui commencent à être, me semble-t-il, relativement inquiétantes. Sur la question de l'avenir, en fait, si vous voulez, de quoi sera fait notre avenir. Alors, je ne sais pas si je suis optimiste, mais je sais pourquoi j'enseigne, je sais pourquoi j'ai envie d'enseigner. J'ai peut-être une âme de combattant, j'en sais rien, mais moi ça ne me fait pas peur, si vous voulez, parce que je me rends compte que quand on explique les choses aux jeunes, aux élèves en classe, ils comprennent ce que veut dire la République, ils comprennent quand on met en perspective, c'est-à-dire quand on donne du sens à ce qu'on enseigne. Pourquoi nous en sommes là aujourd'hui ? Pourquoi notre modèle ? Et qu'on remonte dans l'histoire et qu'on explique pourquoi notre modèle, non seulement ils comprennent, mais j'ai l'heure de croire que beaucoup adhèrent à cette idée-là. Donc, je crois beaucoup à la formation des enseignants, qui eux aussi, malheureusement, comme je le disais précédemment, manquent de formation sur ces questions. Vous savez, je fais beaucoup d'interventions maintenant pour les enseignants, à la demande du ministère, sur pourquoi la laïcité. Tout simplement, si vous posez la question à beaucoup d'enseignants, au-delà de la définition classique, si vous voulez, liberté de conscience, liberté de culte, neutralité des fonctionnaires, ils vont pas vous répondre à la question. Là, ils répondent au comment, ils répondent pas au pourquoi. Pourquoi la laïcité ? Ça demande de la connaissance, ça demande de mettre en perspective. Et une fois que vous avez expliqué ça dans les salles d'enseignants, je vous assure qu'il n'y a pas d'enseignants. Alors, il y en a qui se taisent, évidemment, parce qu'ils sont minoritaires, les fameux militants dont on parle, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignants, ou très peu, qui vont contre ça, au contraire. Et comme vous le disiez, 94% des enseignants, aujourd'hui, soutiennent la loi de 2004. C'était 76% en 2004. Donc, il y a quand même de quoi être un peu optimiste. Alors, c'est vrai que les jeunes profs, il y a une fracture qui est en train de se dessiner avec les jeunes enseignants. Mais ces jeunes enseignants n'ont pas reçu ces formations. Et quand ils les reçoivent sur le terrain, je vous assure qu'elles sont plutôt bien acceptées. Voilà, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai tendance à l'être. C'est peut-être pour ça que je travaille pour la Fondation Jean Jaurès, après tout. Essayons justement de continuer à être optimiste et combatif. Comment faire justement pour relever le défi et puis pour combattre cette idéologie sur le terrain? Il nous reste 3 minutes. Vous d'abord, Yanis Crowder, et on laissera le mot de la fin à Jean-François Bronstein, comme c'est vous qui avez commencé. Je crois que j'ai en partie répondu par la formation des enseignants et par la formation des cadres de l'éducation nationale qu'il faut absolument continuer, qui a été largement
largement remaniée, revue par le ministère Blanquer, renforcée sur ces questions. À l'école des cadres de l'éducation nationale à Poitiers, tous les nouveaux inspecteurs, tous les nouveaux chefs d'établissement reçoivent des formations solides sur les principes, valeurs de la République et notamment la laïcité. Il faut continuer ce travail. Le Conseil des sages de la laïcité, dont je suis membre, a fait un énorme travail de construction, de documentation extrêmement facile à utiliser, notamment un vadémécum qui peut aider les chefs d'établissement, les inspecteurs et même les enseignants à répondre. Le ministère également a créé des équipes valeurs de la République. Les cadres sont là, si vous voulez. Les cadres sont là. L'institution, c'est la grande différence par rapport à il y a 20 ans. Vous avez commencé l'émission par les territoires perdus de la République. Il y a 20 ans, personne ne voulait parler de cela. Le François Fillon avait mis sous le tapis le rapport de Jean-Pierre Aubin, l'inspecteur général. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'institution a réagi, a répondu. C'est vrai que Jean-Michel Blanquer y est pour beaucoup. Il a été très volontaire sur ces questions-là. Il n'y a pas de raison que ça continue pas. Jean-François Bronstein, comment combattre? Vous avez 1 minute 30. Je ne veux pas du tout gâcher votre idée, parce qu'effectivement, je comprends, le métier d'enseignant, c'est ça. Moi, je n'aurais jamais été enseignant pendant des décennies si je n'avais pas adoré transmettre des savoirs à des étudiants, etc. C'est ça qui est important. Je pense que c'est l'ignorance, et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que lorsque les gens disent Colbert ou Voltaire est un affreux raciste, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas lu les œuvres de Voltaire et on leur a pas expliqué Voltaire. Quand des enfants disent je vais changer mon genre comme je veux, s'ils avaient eu un cours de biologie, ils sauraient qu'il y a 2 sexes dans l'espèce humaine et qu'on ne peut pas changer tout cela. Donc il me semble qu'effectivement il y a un effort. Même chose si on pense que les mathématiques sont racistes et qu'on discute simplement de l'enseignement des mathématiques au lieu d'apprendre à faire des calculs, des équations, etc. Tout ça se casse la figure. Et donc je pense que c'est vrai qu'il y a de ce point de vue-là une responsabilité des universitaires qui forment les enseignants. Il faudrait que leurs élèves sortent en étant amoureux de leur discipline, en ayant à cœur de la transmettre à leurs élèves ensuite. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le cas. Moi, je suis un petit peu moins optimiste. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent avec effectivement un vernis de culture. Bon, mais c'est parce que j'ai entendu qu'un de mes collègues enseigne que Platon est un philosophe blanc. Mais quel est le problème? Enfin, quelle histoire? C'est que ça veut dire quoi cette histoire? Mais ce genre de choses arrive. Donc, quand on fait ça, effectivement, nous universitaires, on ne fait pas ce que l'on doit faire. Il faut essayer de faire transmettre l'amour d'une discipline complexe, etc. Mais vous avez tout à fait raison, il y a aussi la question de la langue, question de la culture générale. Merci Jean-François Bronstein, merci Yanis Roder, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité. Tout de suite, les informations. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.